Bonsoir, 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 bienvenue. Pour ce stream, on va lire Edgar Allan Poe. Il y a quand même un détail qui est important, c'est qu'il a été traduit en français par Charles Baudelaire himself. Quand t'es traduit par Charles Baudelaire, c'est que tu pèses quand même pas mal dans le game. Première nouvelle d'Edgar Allan Poe, du recueil de nouvelles Histoire extraordinaire. Double assassinat dans la rue Morgue. Quelle chanson chantaient les sirènes? Quel nom Achille avait-il pris quand il se cachait parmi les femmes? Questions embarrassantes, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture. C'est pas Ulysse qui a croisé les sirènes? Tout à fait. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop la ref. C'est un peu un mystère là. J'ai pas la ref. Évidemment, si quelqu'un, l'un d'entre vous, je suis preneur, mais là je l'ai pas. Bon, Sir Thomas, tant pis pour toi, nous on continue. Les facultés de l'esprit qu'on définit par le terme analytique sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'elles sont pour celui qui les possède, à un degré extraordinaire, une source de jouissance des plus vives. De même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique, se complaît dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action, de même l'analyse prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus, des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par l'âme même et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques, et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse, comme s'il était l'analyse par excellence. Car, en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échecs, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. On peut calculer, se dire, ok, si je fais ça, il va faire ça, puis si je fais ça, il va faire ça, etc. Et puis tu comptes les coups en avance. On peut faire l'un sans l'autre. On peut calculer les coups sans réellement avoir une réflexion analytique de tout ce qui va se passer. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. Tu te calmes? Dans ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres, et représente des valeurs diverses et variées, la complexité est prise, erreur fort commune, pour de la profondeur. Non, là, c'est trop. Hein. Il est en train de troller, non mais il est en train de troller, ouais, je suis totalement d'accord. L'attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche d'un instant, on commet une erreur, d'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés, mais inégaux en puissance, les chances de pareilles erreurs sont très multipliées. Et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne et non pas le plus habile. Non, vraiment, là, on est sur... Non, mais je suis pas du tout d'accord. Hein. Mais dans une vraie partie d'échecs, tout le monde est concentré. C'est pas vraiment une question de concentration, c'est une question de connaissance du jeu. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de variations, les probabilités d'inadvertance sont beaucoup moindres, et l'attention n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Ok, je vois où il va en venir, ça reste faux, mais... selon moi, c'est faux, mais je vois où il va en venir.
Vu qu'il y a moins de possibilités de se tromper, pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames où la totalité des pièces soit réduite à 4 dames, et où naturellement il n'y ait pas lieu de s'attendre à des étourderies. Il est évident qu'ici la victoire ne peut être décidée, les deux parties étant absolument égales, que par une tactique habile, résultat de quelques puissants efforts de l'intellect. Privé des ressources ordinaires, l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen quelquefois absurdement simple, de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté du calcul. Le whist, c'est un jeu de cartes qui a été joué notamment par notre cher Phileas Fogg, du Tour du Monde en 80 jours. C'est un excellent joueur de whist. Jeu de levée est un type de jeu de cartes dans lequel les joueurs exposent tour à tour une carte sur la table, donc c'est à tour de rôle, chacun pose une carte, et celui qui a joué la plus forte gagne. Donneur distribue 13 cartes à chacun, une par une, retournant la dernière, qui lui appartient, qui est donc l'atout. La couleur de cette carte retournée est celle de l'atout. On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté du calcul. Et on a connu des hommes d'une haute intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaigner les échecs comme un jeu frivole. Non mais vraiment c'est trop. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échecs de la chrétienté ne peut guère être autre chose que le meilleur joueur d'échecs, mais la force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations bien autrement importantes où l'esprit lutte avec l'esprit. En fait, mais je comprends en fait ce qu'il voulait dire. En vrai, je suis pas très loin de le rejoindre en vrai. Maintenant, je vais peut-être tourner ma veste, en fait. En fait, aux échecs, tu calcules beaucoup, c'est-à-dire que tu prévois beaucoup les coups à l'avance. Il n'y a pas forcément tout le temps de la tactique. Il y a aussi beaucoup aux échecs de la stratégie. Donc il n'y a pas que de la tactique, qui là, à ce moment-là, implique de l'analyse. Tandis qu'au whist, vu que chaque fois les mains sont différentes, parce que les probabilités d'avoir à chaque fois le même enchaînement de cartes c'est quasiment impossible, en fait, chaque fois, c'est différent. Tandis qu'aux échecs, ça peut arriver jusqu'au 20-25e coup, d'avoir exactement des parties similaires qui ont été jouées il y a quelques années, des décennies, et du coup c'est des parties qui sont connues. Il faut pas réduire les échecs aux calculs, je suis totalement d'accord. La compréhension d'une position, c'est ce qui fait la différence entre un bon joueur et un excellent joueur IMO. Oui, non mais ça c'est sûr. Ça c'est certain. Mais ça repose beaucoup sur du calcul, en vrai. C'est là que tu analyses pour définir ta stratégie. Faut pas confondre stratégie et tactique. La stratégie, c'est justement de dire, ok, je vais jouer une ouverture italienne. En fonction de ce qui me joue, je vais jouer cette variante-là. Admettons que tu arrives à ce truc-là, tu es déjà au 15e coup. Là, tu vas commencer à réfléchir parce que du coup, tu seras pas dans les clous d'une partie qui existe. Et là, tu vas commencer à analyser. Mais donc en fait, on est d'accord. Donc jusqu'au milieu de jeu, je pense que c'est beaucoup du calcul. Et après, quand tu arrives à la fin du milieu de jeu, là, oui, tu as forcément de l'analyse et du calcul qui repose vraiment sur tes connaissances de la position. Beaucoup plus qu'au whist. Au whist, c'est beaucoup plus de l'expérience que de la connaissance. Parce qu'au jeu d'échecs, forcément, tu as de l'expérience, évidemment, mais tu as quand même la connaissance des positions. Donc en fait, je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que en termes d'analyse pure, les échecs, c'est un peu moins le cas. Même si je trouve que c'est beaucoup plus complexe, il y a un peu moins d'analyse dans les échecs que peut-être dans les jeux de cartes. Mais, comme nous dit donc Edgar Allan Poe, mais la force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations bien autrement importantes où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis la force, j'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers, mais complexes, et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement. Et à ce point de vue, le joueur d'échecs capable d'une attention très intense jouera fort bien au whist, puisque les règles de Hoyle, basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle
et procéder d'après le livre sont des points qui constituent, pour le vulgaire, le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. C'est exactement ce dont on parlait. C'est exactement ce dont on parlait. On a prédit la suite. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant, et la différence d'étendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu, et bien que ce jeu soit l'objet actuel de son attention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire, il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie, à mesure que le jeu marche, et recueille un capital de pensée dans les expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à l'air dont c'est jeté sur la table. Une parole accidentelle, involontaire, une carte qui tombe ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec anxiété ou avec insouciance, le compte des levées et l'ordre dans lequel elles sont rangées, l'embarras, l'hésitation, la vivacité, la trépidation, tout est pour lui symptôme, diagnostic. Tout rend compte de cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les 2 ou 3 premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main et peut, dès lors, jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité, car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse. La faculté de combinaison ou constructivité à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi, assignent un organe à part, en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparut dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Donc un phrénologue, qu'est-ce que c'est? C'est une théorie donc pseudo-scientifique, selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. C'est du bullshit, évidemment, et Edgar Allan Poe, il l'a compris ça, que c'était du bullshit. Donc la faculté de combinaison ou constructivité à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi, assigne un organe à part en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparue dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginative, et que l'homme vraiment imaginative n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. On s'en doutait. Je demeurais à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800 et quelques. Et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même. Mais par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba, et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine, et sur la rente qu'il en tirait,
il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de subvenir aux nécessités de la vie sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à Paris, on se les procure facilement. Superfluité. Superfluité, c'est donc une chose superflue, tout simplement. Notre première connaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre, par ce fait fortuit que nous étions tous deux à la recherche d'un même livre, fort remarquable et fort rare. Cette coïncidence nous rapprocha. Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément intéressé par sa petite histoire de famille, qu'il me raconta minutieusement avec cette candeur et cet abandon, ce sans-façon du « moi », qui est le propre de tout Français quand il parle de ses propres affaires. Petite pique, petite pique. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Cherchant dans Paris certains objets qui faisaient mon unique étude, je vis que la société d'un pareil homme serait pour moi un trésor inappréciable, et dès lors je me livrai franchement à lui. Nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville, et comme mes affaires étaient un peu moins embarrassées que les siennes, je me chargeai de louer et de meubler dans un style approprié à la mélancolie fantasque de nos deux caractères, une maisonnette antique et bizarre, que des superstitions dont nous ne daignâmes pas nous enquérir avaient fait déserter, tombant presque en ruine, et située dans une partie reculée et solitaire du faubourg Saint-Germain. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde, nous eussions passé pour deux fous, peut-être pour des fous d'un genre inoffensif. Notre réclusion était complète, nous ne recevions aucune visite. Le lieu de notre retraite était resté un secret, soigneusement gardé, pour mes anciens camarades. Il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car comment définir cela? C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion. Et je tombais moi-même tranquillement dans cette bizarrerie, comme dans toutes les autres qui lui étaient propres, me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités avec un parfait abandon. La noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous, mais nous en faisions la contrefaçon. Au premier point du jour, nous fermions tous les lourds volets de notre masure, nous allumions une couple de bougies fortement parfumées qui ne jetaient que des rayons très faibles et très pâles. Ah ouais, donc c'était carrément, c'est sectaire presque, hein. Au sein de cette débile clarté, nous livrions chacun notre âme à ses rêves. Nous lisions, nous écrivions ou nous causions, jusqu'à ce que la pendule nous avertît du retour de la véritable obscurité. Alors, nous nous échappions à travers les rues, bras dessus, bras dessous, continuant la conversation du jour, rôdant au hasard jusqu'à une heure très avancée, et cherchant à travers les lumières désordonnées et les ténèbres de la populeuse cité ces innombrables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner. Dans ces circonstances, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer, quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer, une aptitude analytique particulière chez Dupin. Il semblait prendre un délice âcre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouait sans façon tout le plaisir qu'il en tirait. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. C'est une honte d'avoir oublié de dire ça. Évidemment que Edgar Allan Poe a fortement inspiré Arthur Conan Doyle et Maurice Leblanc, respectivement les écrivains de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin. Évidemment, les amis. On rappelle que Edgar Allan Poe, lui, on est vraiment sur plein milieu 19e, enfin milieu, début et milieu du 19e, tandis que Arthur Conan Doyle et Maurice Leblanc, c'est 1890. Donc Edgar Allan Poe qui est un précurseur vraiment du style. Donc notre ami, il semblait prendre un délice âcre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouait sans façon tout le plaisir qu'il en tirait.
Il me disait à moi, avec un petit rire tout épanoui, que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit de leur cœur. Et d'habitude, il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes, tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne. Dans ces moments-là, ses manières étaient glaciales et distraites. Ses yeux regardaient dans le vide, et sa voix, une riche voix de ténor, habituellement, montait jusqu'à la voix de tête. C'eût été de la pétulance, sans l'absolue délibération de son parler et la parfaite certitude de son accentuation. Je l'observais dans ses allures et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double. Je m'amusais à l'idée d'un Dupin double, un Dupin créateur et un Dupin analyste. Pétulance, c'est donc quelqu'un qui fait preuve de fougue, d'ardeur, d'exubérance, frénésie, impétuosité. On aurait pu croire qu'il était un peu fougueux, turbulent, etc. Mais c'était sans compter sur le caractère certain de ses délibérations et l'accentuation de sa voix exactement placée au bon endroit. Il y a une certitude dans ses intonations quand il s'exerce à l'analyse. Qu'on ne s'imagine pas, d'après ce que je viens de dire, que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman. Ce que j'ai remarqué dans ce singulier français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée, malade peut-être. Mais un exemple donnera une meilleure idée de la nature de ses observations à l'époque dont il s'agit. Une nuit, nous flânions dans une longue rue sale, avoisinant le Palais Royal. Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en apparence du moins, et depuis près d'un quart d'heure, nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout à coup, Dupin lâcha ses paroles. C'est un bien petit garçon, en vérité, et il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, répliquai-je, sans y penser et sans remarquer d'abord, tant j'étais absorbé, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. Une minute après, je revins à moi et mon étonnement fut profond. « Dupin, dis-je très gravement, voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue sans embâge que j'en suis stupéfié et que j'en peux à peine croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... » Mais je m'arrêtai pour m'assurer indubitablement qu'il avait réellement deviné à qui je pensais. Ah oui, carrément. Alors, c'est le mind reader, c'est le mentaliste en fait, oh my god. À Chantilly, dit-il. Pourquoi vous interrompre? Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie. C'était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions. Chantilly était un ex-savetier de la rue Saint-Denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Xerxès dans la tragédie de Crébillon. Ses prétentions étaient dérisoires. On en faisait des gorges chaudes. Un ex-savetier, cordonnier. Xerxès, Crébillon. Prosper Joliot de Crébillon. Le roi perse, c'est un roi perse, Xerxès Ier, est un grand roi perse. Alors attends, on va regarder Crébillon. Parce qu'il a écrit du coup une pièce avec, sur Xerxès. Idoménée, Atrée et Thyeste, Électre, Radamiste et Zénobie. Et Xerxès, il a vraiment écrit une pièce sur ce personnage, qui est donc un grand roi perse. Donc on est en 500 et 400 avant Jésus-Christ, membre de la dynastie des Achéménides et fils de Darius Ier. Il est vaincu par les Grecs. Ah, dans 300, alors 300, je ne l'ai pas vu depuis 1000 milliards d'années, donc j'avoue que pas beaucoup de souvenirs, mais oui, on en faisait des gorges chaudes. Je vais quand même regarder... Faire des gorges chaudes, c'est faire des plaisanteries, exercer sa malignité, se moquer de quelqu'un. On en faisait des gorges chaudes. C'est-à-dire on se foutait de sa gueule. Le pauvre petit.
Et là, il nous dit, donc Dupin, c'est un bien petit garçon, en vérité, il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. Donc ça, c'est un peu le théâtre, j'imagine que c'est un peu le théâtre de salon, quoi, le théâtre pour un peu moins... Où on joue pas des tragédies, mais on joue des pièces un peu rigolotes, et puis voilà, un petit peu plus... Dites-moi, pour l'amour de Dieu, la méthode, si méthode il y a, à l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon âme dans le cas actuel. En réalité, j'étais encore plus étonné que je n'aurais voulu le confesser. C'est le fruitier, répliqua mon ami, qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille à jouer Xerxès et tous les rôles de ce genre. Le fruitier, vous m'étonnez. Je ne connais de fruitier d'aucune espèce. L'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue, il y a peut-être un quart d'heure. Je me rappelai alors qu'en effet, un fruitier, portant sur sa tête un grand panier de pommes, m'avait presque jeté par terre par maladresse, comme nous passions de la rue de C, dans l'artère principale où nous étions alors. Mais quel rapport cela avait-il avec Chantilly? Il m'était impossible de m'en rendre compte. Il n'y avait pas un atome de charlatanerie dans mon ami Dupin. Il faut qu'il nous explique. Je vais vous expliquer cela, dit-il. Et pour que vous puissiez comprendre tout très clairement, nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions depuis le moment dont je vous parle jusqu'à la rencontre du fruitier en question. Les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi. Chantilly, Orion, le docteur Nichols, Épicure, la stéréotomie, les pavés, le fruitier. C'est un peu beaucoup quand même. Hein. Oh putain, il a donc... je rappelle, hein, donc le gars a vu son pote se faire presque renverser par un mec qui porte des pommes. Et il arrive à faire une réflexion qui lui donne que le gars a pensé, son pote a pensé au fruitier, au pavé, à la stéréotomie, à l'épicure, au docteur Nichols, à Orion. C'est sûr, il pense à Chantilly. Ah, il est fort. Hein. Il est fort. Il est très très fort. Il est peu de personnes qui ne se soient amusées à un moment quelconque de leur vie à remonter le cours de leurs idées et à rechercher par quel chemin leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent, cette occupation est pleine d'intérêt et celui qui l'essaye pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance immense en apparence entre le point de départ et le point d'arrivée. Qu'on juge donc de mon étonnement quand j'entendis mon Français parler comme il l'avait fait et que je fus contraint de reconnaître qu'il avait dit la pure vérité. Il continua. Nous causions de chevaux, si ma mémoire ne me trompe pas, juste avant de quitter la rue C. Ce fut notre dernier thème de conversation. Comme nous passions dans cette rue-ci, un fruitier, avec un gros panier sur la tête, passa précipitamment devant nous, vous jeta sur un tas de pavés amoncelés dans un endroit où la voie est en réparation. Vous avez mis le pied sur une des pierres branlantes, vous avez glissé, vous vous êtes légèrement foulé la cheville. Vous avez paru vexé, grognon. Vous avez marmotté quelques paroles. Vous vous êtes retourné pour regarder le tas. Puis, vous avez continué votre chemin en silence. Je n'étais pas absolument attentif à tout ce que vous faisiez, mais pour moi, l'observation est devenue, de vieille date, une espèce de nécessité. Vos yeux sont restés attachés sur le sol, surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé, de façon que je voyais bien que vous pensiez toujours aux pierres. Jusqu'à ce que nous eussions atteint le petit passage qu'on nomme le passage Lamartine, où l'on vient de faire l'essai du pavé de bois, un système de blocs unis et solidement assemblés. Note de bas de page sur Lamartine. Ai-je besoin d'avertir à propos de la rue Morgue, du passage Lamartine, etc. qu'Edgar Poe n'est jamais venu à Paris? Pas très loin du Palais Garnier, qui devait s'appeler à l'époque Palais Royal, évidemment. On est passé devant le Palais Royal, c'est par rapport au Palais Garnier, j'imagine. Et là, donc, ils passent par la rue Lamartine. Et avant, ils étaient à la rue Morgue, qui, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en cherchant comme ça.
Mais elle doit être par là, anciennement rue Morgue, quoi. Hein. Ici, votre physionomie s'est éclaircie. J'ai vu vos lèvres remuer. Et j'ai deviné, à n'en pas douter, que vous vous murmuriez le mot stéréotomie, un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre de pavage. Je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à penser aux atomes, et de là aux théories d'Épicure. Stéréotomie est l'art de découper des matériaux solides, pierre ou bois, en vue de construction architecturale. La théorie d'Épicure sur l'atome, c'est littéralement la théorie selon laquelle un objet, je crois que c'est ça, hein, qui peut être découpé indéfiniment, repose sur une physique matérialiste selon laquelle n'existe que le vide et les atomes. C'est un des premiers à dire ça, Épicure. Épicure, on rappelle, 342 avant Jésus-Christ. Forcément, stéréotomie, donc l'art de découper des bois, des pierres de manière architecturale, pour faire des pavés. Donc du coup il s'est dit découper des objets théorie d'Épicure. Ça aurait pu être mille choses, hein. Découper une part de gâteau, la boulangère, ça aurait pu être ça aussi. Non, il est sûr, c'est théorie d'Épicure. Et comme dans la discussion que nous eûmes, il n'y a pas longtemps à ce sujet, je vous avais fait remarquer que les vagues conjectures de l'illustre grec avaient été confirmées singulièrement, sans que personne y prit garde, par les dernières théories sur les nébuleuses et les récentes découvertes cosmogoniques. Je sentis que vous ne pourriez pas empêcher vos yeux de se tourner vers la grande nébuleuse d'Orion. Je m'y attendais certainement. C'est vrai que, évidemment, la nébuleuse d'Orion, donc on pense à l'espace, forcément, à l'atome, on pense à l'espace. Et comme ils en ont parlé visiblement tout à l'heure, bah ils pensent à la nébuleuse d'Orion. Vraiment. Est-ce qu'on a besoin de commentaires? Est-ce qu'on a besoin de commenter ça? Je pense pas, hein. La raison pour laquelle des nébuleuses se créent, donc c'est l'explosion d'étoiles qui rejettent des gaz. Et la lumière passant au travers de ce gaz, il le ionise. Il lui enlève des électrons et ça crée de la lumière. Et donc, c'est pour ça que cette lumière est donc colorée comme ça. Je ne sais pas si c'est exactement ça, hein. Je ne suis pas physicien, mais je crois que c'est à peu près ça, l'idée en tout cas. Donc il s'attendait forcément qu'il allait penser du coup à Orion. Vous n'y avez pas manqué. Et je fus alors certain d'avoir strictement emboîté le pas de votre rêverie. Or, dans cette amère boutade, sur Chantilly, qu'a apparu hier dans le musée l'écrivain satirique, en faisant des allusions désobligeantes au changement de nom du savetier quand il a chaussé le cothurne, citait un vers latin dont nous avons souvent causé. Je veux parler du vers « Perdidit antiquum litera prima sonum ». Je vous avais dit qu'il avait trait à Orion qui s'écrivait primitivement Ourion, et à cause d'une certaine acrimonie mêlée à cette discussion, j'étais sûr que vous ne l'aviez pas oublié. Il était clair dès lors que vous ne pouviez pas manquer d'associer les deux idées d'Orion et de Chantilly. Je comprends rien. Perdidit antiquum litera prima sonum, l'initiale du nom a perdu son ancienne prononciation. Il nous cite plein de trucs, etc. Il nous dit, dans le double assassinat de la rue Morgue, ce détective reconstitue l'enchaînement des pensées du narrateur, rien qu'en observant les légers signes extérieurs qui trahissent le cheminement de sa rêverie. Dans la chaîne des associations d'idées, ainsi reconstituée, figure dit Dupin, un vers latin, perdidit antiquum litera prima sonum, l'initiale du nom a perdu son ancienne prononciation. Il ajoute ce commentaire, il avait trait à Orion. Donc Stirlet, qui a visiblement écrit là-dessus, rappelle d'abord le sens de ce vers dans le contexte des fastes d'Ovide, donc Ovide qui est un auteur. Hein. Il s'agit de la naissance d'Orion, personnage mythique, plus tard changé en constellation. La légende est la suivante. Privé de descendance, puisque sa femme est morte et qu'il a fait vœu de ne pas se remarier, le vieil Hyrier obtient cependant des dieux un enfant. Puisque sa femme n'est plus là, les dieux Jupiter, Mercure et Neptune vont lui donner un fils en fécondant la peau du bœuf qu'Hyrier leur a offert en repas. Enfouie sous terre, la peau donne naissance à un enfant 9 mois plus tard. Tout ce passage montre à l'œuvre un processus de refoulement. L'action des dieux n'est pas désignée.
La semence divine est dissimulée sous le mot urina, urine, lequel n'est pas non plus présent dans le texte, mais suggéré par les signifiants urna, urnet et urion, nom donné à l'enfant. Par un degré supplémentaire de refoulement, le nom d'Urion devient ensuite Orion, par modification de la voyelle initiale comme l'indique le vers de vide cité par Dupin. Là, les amis, je l'ai pas. Hein. Je voulais avoir un truc précis, mais là, je l'ai pas. Hein. Je comprends pas la signification de ce truc latin entre les deux trucs là, hein, vraiment. Ce qu'on est sûr de comprendre, c'est que il pense donc à Orion avec la nébuleuse d'Orion. Du coup, il pense à cette fameuse citation qui est tirée d'Ovide, qui dit que en gros, l'initiale du nom a perdu son ancienne prononciation. C'est-à-dire qu'au départ, ça venait d'urine. Je vais retourner lire oui, ok. ouais, on est sur du... là, on est sur... mais c'est bien, en même temps, ça entraîne, c'est bien. Mais, donc, son nom a été dérivé jusqu'à Orion, et la même chose pour ce fameux Chantilly, qui à partir du moment qu'il a mis ses coturnes, on savait plus qui était ce mec, et vraiment, ça aurait été mieux qu'il reste en tant que savetier, plutôt que avec des coturnes en train de jouer Xerxes, alors que c'est pas un très bon acteur, manifestement. Jusque-là, vous aviez marché courbé en deux, mais alors, je vous vis vous redresser de toute votre hauteur. J'étais bien sûr que vous pensiez à la pauvre petite taille de Chantilly. C'est dans ce moment que j'interrompis vos réflexions pour vous faire remarquer que c'était un pauvre petit avorton que ce Chantilly et qu'il serait bien mieux à sa place au théâtre des variétés. Pas très sympa, le pauvre Chantilly, il a pris pour son grade. Hein. Faudra pas qu'il ramène sa fraise. Peu de temps après cet entretien, nous parcourions l'édition du soir de la Gazette des Tribunaux quand les paragraphes suivants attirèrent notre attention. Double assassinat des plus singuliers. Ce matin, vers 3 heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants, qui semblaient venir du 4e étage d'une maison de la rue Morgue, que l'on savait occupée en totalité par une dame l'Espanay et sa fille, mademoiselle Camille l'Espanay. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince, et 8 ou 10 voisins entrèrent accompagnés de 2 gendarmes. Cependant, les cris avaient cessé, mais au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au premier étage, on distingua de fortes voix, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient également cessé et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se répandirent de chambre en chambre. Arrivés à une vaste pièce située sur le derrière au 4e étage, et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans, ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La chambre était dans le plus étrange désordre, les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens. Il n'y avait qu'un lit, les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, 3 longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été violemment arrachées avec leurs racines. Sur le parquet gisaient 4 Napoléons, une boucle d'oreille ornée d'une topaze, 3 grandes cuillères d'argent, 3 plus petites en métal d'Alger et 2 sacs contenant environ 4000 francs en or. Dans un coin, les tiroirs d'une commode étaient ouverts et avaient sans doute été mis au pillage, bien qu'on y ait trouvé plusieurs articles intacts. Un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie, non pas sous le bois de lit. Important, il était ouvert avec la clé de la serrure. Il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance. On ne trouva aucune trace de Madame l'Espanay, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer.
On fit une recherche dans la cheminée et, chose horrible à dire, on en tira le corps de la demoiselle. La tête en bas, qui avait été introduite de force et poussée par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. C'est horrible. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager. La figure portait quelques fortes égratignures, et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. Écorchure superficielle, excoriation. Là, on fait moins les malins quand même. Là, je lisais l'article en mode on est sur un article de journal, c'est rigolo, mais là, c'est moins rigolo du coup. Après un examen minutieux de chaque partie de la maison, qui n'amena aucune découverte nouvelle, les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée, située sur le derrière du bâtiment. Là gisait le cadavre de la vieille dame, avec la gorge si parfaitement coupée que, quand on essaya de le relever, la tête se détacha du tronc. Le corps, aussi bien que la tête, était terriblement mutilé, et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine. Toute cette affaire reste un horrible mystère, et jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert que nous sachions le moindre fil conducteur. Le numéro suivant portait ces détails additionnels. Le drame de la rue Morgue. Bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement, mais rien n'a transpiré qui puisse jeter quelques jours sur l'affaire. Nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues. Pauline Dubourg, blanchisseuse, dépose qu'elle a connu les deux victimes pendant 3 ans et qu'elle a blanchi pour elle pendant tout ce temps. La vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence, très affectueuses l'une envers l'autre. C'était de bonne paye. C'était de bonne paye. Ouais, bon client qui paye bien, genre qui est pas en retard dans les délais, etc. Elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence. Juste, elle payait. Pauline Dubourg. Elle croit que Madame L'Espanais disait la bonne aventure pour vivre. Cette dame passait pour avoir de l'argent de côté. Elle n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge. Elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service. Il lui a semblé qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison, excepté au 4e étage. Pierre Moreau, marchand de tabac, dépose qu'il fournissait habituellement Madame L'Espanais et lui vendait de petites quantités de tabac, quelquefois en poudre. Il est né dans le quartier et y a toujours demeuré. La défunte et sa fille occupaient depuis plus de 6 ans la maison où l'on a trouvé leur cadavre. Primitivement, elle était habitée par un bijoutier qui sous-louait les appartements supérieurs à différentes personnes. La maison appartenait à Madame L'Espanais. Elle s'était montrée très mécontente de son locataire, qui endommageait les lieux. Elle était venue habiter sa propre maison, refusant d'en louer une seule partie. Ce bijoutier, il habitait dans un des appartements qui appartenait à la défunte et la fille. Donc il sous-louait une chambre. La bonne dame était en enfance. Le témoin a vu la fille 5 ou 6 fois dans l'intervalle de ces 6 années. Elles menaient toutes deux une vie excessivement retirée. Elles passaient pour avoir de quoi. Il a entendu dire chez les voisins que Madame L'Espanais disait la bonne aventure. Il ne le croit pas. Il n'a jamais vu personne franchir la porte, excepté la vieille dame et sa fille, un commissionnaire 1 ou 2 fois et un médecin 8 ou 10. La bonne dame était en enfance, se comportait de manière immature.
être en enfance. Tomber en enfance, dit d'une personne âgée qui n'a plus l'usage de la raison. Ouais, donc c'est un peu se comporter de manière immature. Ouais, elle devient un peu gâteuse, notre pauvre dame. Enfin, elle était devenue un peu gâteuse. Plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens. On ne cite personne comme ayant fréquenté la maison. On ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants. Les volets des fenêtres de face s'ouvraient rarement. Ceux de derrière étaient toujours fermés, excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du 4e étage. La maison était une assez bonne maison, pas trop vieille. On en entend beaucoup parler de cette grande arrière-pièce du 4e étage, et c'est donc là où ils ont trouvé les corps. C'est là où ils ont trouvé le corps de Mademoiselle L'Espanais. Isidore Muset, gendarme, dépose qu'il a été mis en réquisition vers 3 heures du matin et qu'il a trouvé à la grande porte 20 ou 30 personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison. Il l'a forcé avec une baïonnette et non pas avec une pince. Il n'a pas eu grand-peine à l'ouvrir parce qu'elle était à 2 battants et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas. Les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée, puis ils ont soudainement cessé. On eût dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs, des cris très hauts, très prolongés, non pas des cris brefs ni précipités. Le témoin a grimpé l'escalier. En arrivant au premier palier, il a entendu 2 voix qui se discutaient très haut et très aigrement. L'une, une voix rude, l'autre beaucoup plus aiguë, une voix très singulière. Il a distingué quelques mots de la première, c'était celle d'un Français. Il est certain que ce n'est pas une voix de femme. Ok. Il a pu distinguer les mots sacré et diable. Sacré diable! Il a peut-être juste entendu ça. La voix aiguë était celle d'un étranger. Il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme. Donc on a une voix grave d'un homme français et une voix aiguë, on ne sait pas trop. Il n'a pu deviner ce qu'elle disait, mais il présume qu'elle parlait espagnol. Ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier. Henri Duval, donc un autre témoin, Henri Duval, un voisin et orfèvre de son état, dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison, confirme généralement le témoignage de Muset. Aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison, ils ont refermé la porte pour barrer le passage à la foule qui s'amassait considérablement malgré l'heure plus que matinale. La voix aiguë, à en croire le témoin, était une voix d'italien, donc pas une voix d'espagnol. À coup sûr, ce n'était pas une voix française. Il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme. Cependant, cela pourrait bien être. Le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne. Il n'a pu distinguer les paroles, mais il est convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était un Italien. Le témoin a connu Madame L'Espanais et sa fille. Il a fréquemment causé avec elle. Il est certain que la voix aiguë n'était celle d'aucune des victimes. Donc en fait, ils ont entendu, tous disent qu'ils ont entendu 2 voix qui ne sont pas celles de la mère et de sa fille. On a une voix d'homme et une voix d'un étranger italien qui serait potentiellement une femme, mais on n'est pas sûr. Odenheimer, et non pas Oppenheimer évidemment, restaurateur. Ce témoin s'est offert de lui-même. Il ne parle pas français et on l'a interrogé par le canal d'un interprète. Ah, il est né à Amsterdam. Il passait devant la maison au moment des cris. Ils ont duré quelques minutes, 10 minutes peut-être. C'étaient des cris prolongés, très hauts, très effrayants, des cris navrants. Odenheimer est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il confirme le témoignage précédent à l'exception d'un seul point. Il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme, d'un Français. Ah ouais, d'accord, ouais, bon, ouais.
Oh, merci pour l'info, les gars. Il n'a pu distinguer les mots articulés. On parlait haut et vite, d'un ton inégal, et qui exprimait la crainte aussi bien que la colère. La voix était plutôt âpre qu'aiguë. Il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë. La grosse voix dit à plusieurs reprises « Sacré diable » et une fois « Mon Dieu !» Ok. Jules Mignot, banquier de la maison Mignot et Fils, rue de Lorraine. Il est l'aîné des Mignot. Madame L'Espanais avait quelque fortune. Il lui avait ouvert un compte dans sa maison 8 ans auparavant au printemps. Elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent. Il ne lui a rien délivré jusqu'au 3e jour avant sa mort, où elle est venue lui demander en personne une somme de 4000 francs. On rappelle que les 4000 francs ont été trouvés sur la scène du crime. Cette somme lui a été payée en or, et un commis a été chargé de la lui porter chez elle. Adolphe Lebon, commis chez Mignot et Fils, dépose que, le jour en question, vers midi, il a accompagné Madame L'Espanais à son logis avec les 4000 francs, en 2 sacs. Quand la porte s'ouvrit, Mademoiselle L'Espanais parut et lui prit des mains l'un des 2 sacs, pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre. Il les salua et partit. Il n'a vu personne dans la rue en ce moment. C'est une rue borgne, très solitaire. William Byrd, d'ailleurs, dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison. Il est anglais. Il a vécu 2 ans à Paris. Il est un des premiers qui ont monté l'escalier. Il a entendu les voix qui se disputaient. La voix rude était celle d'un Français. Il a pu distinguer quelques mots, mais il ne se les rappelle pas. Il a entendu distinctement « sacré » et « mon Dieu ». C'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent, le tapage d'une lutte et d'objets qu'on brise. La voix aiguë était très forte, plus forte que la voix rude. Il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais. On ne te demande pas ça. Elle lui sembla une voix d'allemand, peut-être bien une voix de femme. Le témoin ne sait pas l'allemand. 4 des témoins ci-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de Mademoiselle L'Espanais était fermée en dedans quand ils y arrivèrent. Tout était parfaitement silencieux. Ni gémissement, ni bruit d'aucune espèce. Après avoir forcé la porte, ils ne virent personne. Les fenêtres, dans la chambre de derrière et dans celle de face, étaient fermées et solidement assujetties en dedans. Une porte de communication était fermée, mais pas à clé. La porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clé, et la clé en dedans. Une petite pièce sur le devant de la maison au 4e étage, à l'entrée du corridor, ouverte, et la porte entrebâillée. Cette pièce, encombré de vieux bois de lit, de malles, etc. On a soigneusement dérangé et visité tous ces objets. Il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visitée. On a fait pénétrer des ramoneurs dans la cheminée. La maison est à 4 étages avec des mansardes. Une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous. Elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années. Les témoins varient sur la durée du temps écoulé entre le moment où l'on a entendu les voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre. Quelques-uns l'évaluent trop court, 2 ou 3 minutes, d'autres 5 minutes. La porte ne fut ouverte qu'à grand-peine. Donc quand même, il y a un moment, le laps de temps est super court, quoi. Entre le moment où ça s'engueule et le moment où ils ouvrent la porte et ils découvrent le corps. Alfonso Garcio, entrepreneur des pompes funèbres, dépose qu'il demeure rue Morgue. Il est né en Espagne. Ah, donc c'est Alfonso Garcio. Il est un de ceux qui ont pénétré dans la maison. Il n'a pas monté l'escalier. Il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse. Il a entendu les voix qui se disputaient. La grosse voix était celle d'un Français. Il n'a pu distinguer ce qu'elle disait. La voix aiguë était celle d'un Anglais. Il en est bien sûr. Le témoin ne sait pas l'anglais, mais il juge d'après l'intonation. Ouais, donc ce témoignage ne sert à rien.
Alberto Montani, confiseur, dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier. Il a entendu les voix en question, la voix rauque était celle d'un Français. Il a distingué quelques mots. L'individu qui parlait semblait faire des remontrances. Il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë. Elle parlait vite et par saccades. Il l'a prise pour la voix d'un Russe. Il confirme en général les témoignages précédents. Il est italien, il avoue qu'il n'a jamais causé avec un Russe. Quelques témoins rappelés certifient que les cheminées dans toutes les chambres, au 4e étage, sont trop étroites pour livrer passage à un être humain. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont parlé de ramonage, ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindre dont on se sert pour nettoyer les cheminées. On a fait passer ces brosses du haut au bas dans tous les tuyaux de la maison. Il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin pendant que les témoins montaient l'escalier. Le corps de mademoiselle L'Espanais était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu pour le retirer que 4 ou 5 des témoins réunissent leurs forces. Mais horrible à part ça. Admettons que les 2 personnes qui s'engueulent, c'est ceux qui ont fait le coup. Admettons. Ça veut dire qu'ils ont tué la meuf, visiblement étranglée, qu'ils ont réussi à la mettre dans la cheminée en usant de toutes leurs forces, et à se barrer en l'espace de 3 à 5 minutes avant que les gens rentrent. Ça me paraît un peu impossible. Paul Dumas, médecin, dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres. Ils gisaient tous les 2 sur le fond de sangle du lit dans la chambre où avait été trouvée mademoiselle L'Espanais. Le corps de la jeune dame était fortement meurtri et excorié. On rappelle, donc c'est des écorchures. Des écorchures partout, parce qu'elle était dans la cheminée. Ces particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée. La gorge était singulièrement écorchée. Il y avait juste au-dessous du menton plusieurs égratignures profondes, avec une rangée de taches livides résultant évidemment de la pression des doigts. La face était affreusement décolorée et les globes des yeux sortaient de la tête. La langue était coupée à moitié. Une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac, produite selon toute apparence par la pression d'un genou. Dans l'opinion de M. Dumas, mademoiselle L'Espanais avait été étranglée par un ou par plusieurs individus inconnus. Le corps de la mère était horriblement mutilé. Tous les os de la jambe et du bras gauche, plus ou moins fracassés. Le tibia gauche brisé en esquilles, ainsi que les côtes du même côté. Tout le corps affreusement meurtri et décoloré. Il était impossible de dire comment de pareils coups avaient été portés. Une lourde massue de bois ou une large pince de fer, une arme grosse, pesante et contondante aurait pu produire de pareils résultats. Et encore, maniée par les mains d'un homme excessivement robuste. Avec n'importe quelle arme, aucune femme n'aurait pu frapper de tels coups. La tête de la défunte, quand le témoin la vit, était entièrement séparée du tronc, et comme le reste singulièrement broyé. Mais parce qu'on l'a jeté par la fenêtre, non? Je fais des suppositions, hein. La gorge, évidemment, avait été tranchée avec un instrument très affilé, très probablement un rasoir. Alexandre Etienne, chirurgien, a été appelé en même temps que M. Dumas pour visiter les cadavres. Il confirme le témoignage et l'opinion de M. Dumas. Quoique plusieurs autres personnes aient été interrogées, on n'a pu obtenir aucun autre renseignement d'une valeur quelconque. Jamais assassinat si mystérieux, si embrouillé n'a été commis à Paris, si toutefois il y a eu assassinat. Alors là, je pense que c'est une supposition qu'on est obligé d'admettre. Je pense pas qu'elle se soit fait ça toute seule en mangeant une part de gâteau, hein, si tu veux mon avis. Hein. Je pense pas qu'elles se sont étouffées en mangeant des lentilles, tu vois. Je pense pas. Hein. La police est absolument déroutée. Cas fort usité dans les affaires de cette nature, il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire. L'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch, que les lieux avaient été l'objet d'un second examen, que les témoins avaient été interrogés de nouveau, mais tout cela sans résultat. Cependant, un post-scriptum annonçait qu'Adolphe Lebon, le commis de la maison de banque,
avait été arrêté et incarcéré, bien que rien dans les faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer. Bah, ils ont trouvé les 4000 balles chez eux, donc il les a pas volées, il les a données. Moi aussi, je me suis dit, bon, il est allé chez eux avec les 4000 balles. Donc forcément, il y a une histoire où peut-être ça s'est mal passé. Non, non, moi je crois pas que c'est lui.